Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur www.motorstv.com pour le débriefing F1, une émission hebdomadaire que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et nous allons bien évidemment parler aujourd'hui du Grand Prix de Hongrie. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Beaucoup de questions, tu t'en doutes, car ça a été un week-end très animé, avec des choses même tragiques qui se sont passées, on va y revenir tout de suite. Je rappelle que pour poser vos questions, eh bien vous vous inscrivez sur le forum de motorstv.com ou bien vous pouvez poser vos questions par vidéo en vous inscrivant sur le groupe YouTube, le débriefing F1. Alors effectivement, gros moment de frayeur un samedi, et d'ailleurs l'actualité concernant cet accident de Felipe Massa continue à être suivie un petit peu minute par minute. Bien sûr. Je rappelle effectivement que Lewis Hamilton a donc gagné ce Grand Prix, Kimi Raikkonen et Mark Webber sur le podium, mais c'est vrai, ça passe peut-être au deuxième plan avec cet accident de Felipe Massa. Bon, question toute simple Jean-Luc, qu'en as-tu pensé, comment l'as-tu vécu ? Nous l'avons vécu en direct avec Patrick Tambay, naturellement sur l'antenne de RMC. Alors, dans un premier temps, comme tout le monde, on a vu d'abord la Ferrari de Felipe Massa plantée dans le mur de pneumatiques. Donc déjà, il faut préciser que le circuit a parfaitement rempli son office. Les 4 épaisseurs de pneumatiques, plus le rail qui, sous l'impact, a reculé malgré tout. La Ferrari a tapé à 192 km/h exactement, donc c'est quand même des vitesses absolument considérables. Donc, j'allais dire le côté passif, la résistance de la cellule de la Ferrari a parfaitement joué le jeu, et également le Hans, puisque Felipe Massa, malheureusement, au moment où il a percuté le mur, était inconscient. Et donc, on imagine les dégâts et notamment le fameux coup du lapin potentiellement si jamais il n'y avait pas eu le Hans. Alors maintenant, l'origine de l'accident. Eh bien, quand on a vu, nous aussi, les images avec la caméra embarquée, on a compris que c'était donc un objet de l'extérieur. Mais dans un premier temps, on a pu penser qu'il venait bloquer ou briser la direction. Oui, tout à fait. On pensait que ça passait en dessous. Voilà, c'est ça. Ce qui empêchait Felipe Massa de tourner son volant. Et puis, dans un deuxième temps, on a malheureusement compris que c'est Felipe Massa lui-même et que l'objet venait percuter le casque. Alors après, on découvre qu'il s'agit évidemment d'un ressort, d'un objet moi, je métallique. croyais que c'était une canette, je te le dis franchement. Je me suis dit, cet objet on a non pu identifié. penser à tout, et surtout ce qu'on ne comprenait pas, c'est que sur les images de caméra embarquée, on ne voyait pas de voiture devant. Donc on se disait, mais d'où vient cet objet ? Est-ce qu'on l'a jeté du bord de la piste ? Alors, on sait qu'il n'y a que des commissaires, enfin c'était totalement invraisemblable. Donc on sait maintenant que c'était... un élément de la voiture de Rubens Barrichello. Totalement identifié, même. Des images enregistrées 4 secondes avant, parce que la monoplace, la Brown Grand Prix de Rubens Barrichello est passée 4 secondes avant, c'est long. Hein. Il a donc perdu d'abord une petite trappe du côté arrière droit, et ça on l'a vu tout de suite aussi sur certaines images à l'intérieur du stand Brown. Les commissaires techniques de la FIA sont venus regarder l'arrière. Donc il y a une trappe qui s'est envolée, et ensuite, alors comment le ressort est sorti, ça c'est une vraie question. Denis Chevalier également. Et Utopic la pose sur le forum. Comment une Formule 1 peut-elle perdre une pièce comme celle-là ? Alors, je crois que c'est l'analyse le dira, l'enquête le dira, et évidemment les ingénieurs de chez Brown Grand Prix, avec les techniciens de la FIA et le service technique de la FIA, vont déterminer. C'est clair que ça n'est jamais arrivé. À ce point-là, ça n'est jamais arrivé. Patrick Tambay dit de mémoire, je ne me rappelle pas avoir vu une pièce aussi importante quitter une monoplace. Alors y a-t-il eu ? Il faut savoir que cet amortisseur et ce ressort travaillent de manière horizontale, en compression comme ça. Donc il est toujours en charge. Là, on est dans une courbe à droite en descente, qui précède. Donc, est-ce qu'il y a eu un décalage ? Est-ce que, également, il y a des coupelles un petit peu partout pour caler cet élément de suspension ? Est-ce qu'il y a eu une paille dans le ressort de l'amortisseur ? On sait que ce sont des pressions énormes. En tout cas, le ressort, en quelque sorte, s'est envolé. Il est sorti du logement. Est-ce qu'il y a eu une rupture d'une des parties, d'une des fixations à l'extrémité, d'un côté ou de l'autre, du ressort ? En tout cas, ce ressort est tombé sur la piste. Et donc, 4 secondes plus tard, Rubens Barrichello, lui, a une vitesse estimée entre 260 et 280 km/h. Il arrive dans le kink, la cassure à gauche qui se trouve en haut du circuit, et là, malheureusement, évidemment, il n'a pas le temps de voir quoi que ce soit. Felipe Massa. Et il est heurté, donc. Alors, la chance et la malchance. La malchance, d'abord, évidemment, c'est qu'il soit heurté. Ça pouvait passer n'importe où. Parce que, bon, un pilote de monoplace est assis à 50-60 cm du sol. A-t-il fallu encore que ce ressort rebondisse sur la piste et qu'il rebondisse jusqu'au visage de Felipe ? Bon. En 4 secondes, je le répète après. Il faut savoir que le ressort, il allait naturellement dans le sens de la progression. Donc il a fallu que Felipe Massa arrive sur ce ressort qui continuait à rebondir sur la piste, dans le même sens que lui. Mais donc, il l'a percuté. Et alors là, ça c'est la malchance énorme, mais la chance, c'est qu'à quelques centimètres près, compte tenu des dégâts, et malheureusement, tout le monde ou pratiquement a vu ces images terribles, même si elles étaient protégées, du visage de Massa, dont il reste un œil ouvert et qui est terrorisé, qui ne comprend pas ce qui lui est arrivé, il ne peut pas comprendre. Et je pense que dans un premier temps, d'abord, il sort d'un évanouissement, il a perdu connaissance, et là, il comprend pas, il se dit peut-être qu'il a perdu un œil, et là, à quelques centimètres près, heureusement, cette pièce métallique. Alors, si on prend un casque également, l'ouverture du casque, on sait que c'est comme ça, à quelques centimètres près, s'il avait pris le ressort plus au milieu du casque, bien sûr.
Et donc, terrible série, parce qu'on a tous pensé à l'accident du fils de John Surtees. Alors, on l'avait évoqué la semaine dernière, une fatalité terrible. Mais encore une fois, donc un objet sur la piste peut avoir des conséquences évidemment terribles si un pilote vient le percuter. Ce que disait Patrick, dans les années 80, malheureusement 70 et 80, où malheureusement de nombreux pilotes ont perdu la vie, ont été grièvement blessés. On peut parler d'Helmut Marko, si on reprend Helmut Marko, qui au Grand Prix de France de mémoire 71, donc à Clermont-Ferrand, sur le circuit de Charade, lui, avec une projection d'un gravillon, à l'époque évidemment les visières étaient beaucoup moins solides, le gravillon a perforé la visière et lui a crevé l'œil. Il a perdu l'œil, et sa carrière évidemment s'est arrêtée là. Helmut Marko, qui vous le savez maintenant est dans le giron de Toro Rosso et serait en partie responsable de l'éviction de Sébastien Bourdais. Comme quoi, la course automobile, c'est très dangereux, et je crois que malheureusement, parfois, certains ont tendance à l'oublier, mais les pilotes sont des héros, il faut le dire et le répéter. Bon. Alors forcément, on peut peut-être pas éviter la question suivante. Formula 80 et Forza Kimi de GoF1.com s'en font le relais. Faut-il déjà envisager le remplacement de Felipe Massa? Peut-on aborder cette question et qui l'aborder? Oui, là nous sommes des professionnels, nous aussi de la Formule 1, et je pense qu'évidemment chez Ferrari, très rapidement, le coup passé, j'ose dire la séance qualificative passée, eh bien on a dû envisager les choses et se dire, bon, Felipe n'aurait jamais été en mesure de repiloter lors du prochain Grand Prix, même s'il y a une interruption de 4 semaines, ça n'est pas raisonnable de le penser. Alors combien de temps Felipe sera-t-il incapable de piloter sa Formule 1? Pour le moment, il est bien trop tôt pour se prononcer, même si les nouvelles que nous semblons, on parle en temps réel, évidemment, on est lundi à la mi-journée, sont plutôt bonnes, semble-t-il. On l'a replongé dans un coma artificiel pour qu'il récupère mieux, pour normalement 48 heures, mais tous les signes neurologiques, les tests, les scanners, tout ça, les IRM, tout ça est bon. A priori, le cerveau n'est pas touché, mais simplement, il a subi un traumatisme absolument énorme. Alors, pour être clair, qui s'installera dans le baquet de la monoplace à Valencia dans moins de 4 semaines aujourd'hui? Alors, il y a toutes les hypothèses possibles. Michael Schumacher? Alors voilà, Michael Schumacher, bien sûr, c'est une des hypothèses à laquelle tout le monde peut penser. Il est toujours dans le giron de Ferrari. En a-t-il envie? Prendra-t-il le risque? En a-t-il les capacités, j'ose le dire, parce que les monoplaces ont beaucoup changé. Seul lui a la réponse. Un comeback à la Armstrong? Bon, un comeback à la Armstrong. Bon, je ne pense pas qu'il en ait envie. De toute manière, ce serait un remplacement. Alors bon, ok. Alors après, toutes les hypothèses sont ouvertes. On peut aller de Sébastien Bourdais. On l'a soulevé. Pourquoi pas? Sébastien, il est en pleine forme. Il descend. Il a le même manager que Felipe Massa, Nicolas Todd. Pourquoi ne pas imaginer un remplacement très ponctuel avec un pilote solide, rompu à l'exercice, expérimenté? Et ma foi, on pourrait avoir des surprises. Alors, c'est une des pistes. On sait très vraisemblablement, on l'a annoncé dans ce débriefing F1, que Fernando Alonso et Ferrari annonceraient, toujours au conditionnel, au début du mois de septembre, avant Monza, que Alonso rejoint la Scuderia Ferrari pour l'année 2010. Est-ce qu'on peut anticiper le contrat? Est-ce que Renault serait prêt à lâcher Alonso comme ça? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on ne va pas faire appel simplement aux deux pilotes de rechange et de réserve, Luca Badoer, le Brésilien, et Marc Gené, l'Espagnol, qui sont tous les deux dans l'égide de Ferrari, même s'ils n'ont pas beaucoup roulé naturellement depuis quelques mois à cause de la réglementation, ce sont les deux pilotes de réserve. Alors pour assurer un intermède, je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour le moment pour se prononcer de manière raisonnable. Il faut laisser passer quelques jours et la Scuderia Ferrari décidera. Je rappelle qu'on a normalement, légalement, jusqu'au jeudi soir précédent le Grand Prix pour choisir le pilote. Donc ils ont jusqu'au jeudi précédent le Grand Prix de Valencia. Bon, bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire en temps réel, comme tu le disais sur Felipe Massa, mais vous continuerez d'aller sur notre site internet durant toute la semaine. On vous tiendra au courant des nouvelles, bien évidemment. Alors, autre grand chapitre en ce qui concerne cet après-Grand Prix de Hongrie, l'affaire Renault, j'ai envie de dire. Et là, cette sanction qui tombe, là aussi, moi je te le dis franchement, qui me surprend totalement, que personne, je pense, n'a vu venir. Renault suspendu pour le prochain Grand Prix, suite à ce fameux micmac dans les stands, cette ressortie d'Alonso, ce problème avec la roue qui s'en va. Bon, alors là aussi, qu'en penses-tu? Quel est ton sentiment? Alors là aussi, on a le droit de pas être d'accord, je le précise toujours parce que je vais être très tranché. Moi, je trouve ça ridicule, grotesque et déplacé. Bon, alors précise-nous tout ça. Alors, ridicule, parce que ça n'est pas parce que malheureusement se sont produits 2 accidents, dont un mortel, suite à une roue, mais c'était consécutif à un accident, une roue détachée, on l'a rappelé pour Henri Surtees, et là une pièce mécanique. Bon, bah c'est une panne, c'est une erreur, c'est une rupture, bon, c'est comme ça. Alors à ce moment-là, il faut également déclasser Brown Grand Prix en disant vous avez perdu un ressort de suspension sur la voiture de Ruben Barrichello, c'est totalement inadmissible. Et puis à ce moment-là, on revient en arrière et on reprend depuis 2 ans, 10 ans, pourquoi pas, et on dit là, il y a eu ça, là, il y a eu ça. Bon, ça me paraît donc ridicule. D'autre part, ça n'est pas parce que
Malheureusement, il y a eu ces 2 accidents successifs, consécutifs à des pièces qui ont heurté des pilotes, qu'il faut prendre dans l'urgence et dans l'affolement, je dirais, des mesures qui sont ridicules. Que l'on réfléchisse et qu'on adopte pour l'avenir des mesures qui permettent de tenir les roues. Par exemple, il y a déjà eu les fameux câbles, on le sait. Mais là, les câbles, c'est uniquement quand il y a un accident et une rupture. Là, malheureusement, la roue, elle n'était pas serrée. Alors, est-ce que Renault aurait dû... Je pense que, oui, on l'a vu tout de suite, même sur la cam embarquée, on a vu tout de suite qu'il y avait un problème au niveau de la flasque de roue avant, et Fernando Alonso l'a ressenti. Alors, il essayait, il était à pas très grande vitesse. En un tour seulement, tout est arrivé. Il était en train d'essayer de ramener sa monoplace au stand. Malheureusement, il a perdu la roue. Heureusement, personne n'a été blessé. Moi, ça me paraît une décision inappropriée. Alors, Renault a fait appel. J'espère que cet appel sera entendu. Voilà. Bon, écoute, tu as un avis très clair et je pense que nous sommes beaucoup à le partager. Je le pense. Allez, on va terminer vite fait. Mario 64, les bonnes performances d'Hamilton et de Raikkonen, oui, bien sûr, qui sont aux 2 premières places. Et à quelque part, cette victoire d'Hamilton nous fait un petit peu plaisir parce que ça change un petit peu. Et McLaren et lui-même, le champion du monde, reviennent au sommet. Sont-elles dues au Kers, au circuit? Et moi, je vais même ajouter à l'homme. Alors là, je vais avoir beau jeu de faire du triomphalisme de bas étage, parce que si tu te rappelles, j'avais été ridicule 2-3 fois en disant vous allez voir, McLaren et Ferrari vont revenir. Bon, là, ils sont revenus. C'est clair. Alors, c'est facile de dire bah oui, ça y est, ils sont là. Les grandes équipes ne meurent jamais. Tout le travail mené depuis le début, alors mené sur l'ensemble de la monoplace, bien évidemment, sur l'aérodynamique, on le dit à chaque fois, le fond plat, l'extracteur, le machin, l'aileron avant, tout ce qu'on veut, mais également mené sur le Kers, parce que je pense qu'effectivement, et tu l'as dit, c'est la première victoire d'une monoplace, et pour cause, qui embarque un Kers, ou qui est équipé du Kers, et non pas d'une monoplace, mais de 2 monoplaces, c'est-à-dire la McLaren et la Ferrari. On rappelle que ce sont les 2 seules équipes qui ont continué à travailler chez BMW, on a laissé tomber dans les autres équipes aussi, Toyota, machin, donc il y a les 2. Peut-être qu'on recueille enfin aujourd'hui sur un circuit qui est approprié, qui permet d'exploiter les qualités du Kers, notamment, et on l'a vu tout de suite, moi il y a une image qui m'a frappé en essai libre, à un moment, je crois que c'est Fernando Alonso, qui se trouve derrière une monoplace, on ne sait pas laquelle c'est, on est en cam embarqué, et au début de la ligne droite, qui, je le répète, c'est un droite, donc qui va en s'élargissant et en montée, et on voit la monoplace devant qui fuse et qui lui met 20 ou 25 mètres tout de suite. Et je me dis, oulala. Et le plan large d'après, on voit que c'est une McLaren. J'ai dit, oulala, tout seul. Je me suis dit, là, le Kers, c'est quelque chose, parce que tout va bien pour que les pilotes puissent exploiter. Et bon, il l'a démontré, Lewis Hamilton, au moment du départ, mais même après. Je pense qu'il y a quand même un lien de cause à effet, il y a un développement général des 2 monoplaces, et puis ma foi, on se disait en Formule 1, il n'y a rien qui change. Alors là pour le coup, parce que Brown... Et voilà, alors la question d'Open Wheel et de Benjamin de Fanatic F1, Brown GP semble être dépassé maintenant, on a carrément ce sentiment. Mais c'est exactement ça, parce que même Jenson Button, toujours leader, faut-il le rappeler, du championnat du monde, avec quand même une large avance, tire la sonnette d'alarme et dit, là les gars, maintenant faut arrêter. Faut arrêter de dire que c'est un problème de température, faut arrêter de dire que c'est un problème de on n'exploite pas les pneus, il y a un problème global d'efficacité, on est en train de perdre, et je pense que Ross Brown lui-même, qui est lucide, en a conscience. Là, il va falloir une réaction rapide de Brown. Là, ils ont, j'allais dire 4 semaines pour travailler normalement, non, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser les souffleries. Alors là, je voudrais bien savoir comment on va contrôler tout ça. Mais normalement, on n'a pas le droit, pas d'essai bien sûr, mais pas le droit de travailler sur les souffleries. Donc on va voir quelles vont être les nouveautés apportées par les écuries à Valencia, et notamment par Brown. Et puis moi, je dirais quand même Red Bull, parce que certes, Sébastien Vettel a dû abandonner assez rapidement, on l'a vu, une petite friction, bon, ça n'allait pas, apparemment... Il l'avait un peu mauvaise par rapport à Raikkonen. Oui, il l'avait mauvaise par rapport à Raikkonen, qui, c'est vrai, a été un peu violent au début, on va dire, mais il était un peu pris en sandwich. Je ne vais pas le défendre ni l'accuser, là aussi, il faudra analyser les images, et c'est pas notre rôle toujours de dire c'est comme ci ou c'est comme ça. Bon, le collège des commissaires a estimé qu'il ne fallait pas le sanctionner, bon, ok. En revanche, sa monoplace était affectée sur la partie avant, ça il l'a dit tout de suite, dans la radio, il a dit j'ai un problème d'aileron avant, finalement il a continué à rouler, mais l'équilibre de la voiture était dégradé. Après, il abandonne apparemment consécutivement à ce problème hydraulique, semble-t-il, ou je sais pas, mais Mark Webber n'est pas totalement dans le coup. Mark Webber, il a du mal. On le voit bien quand il a Kovalainen derrière et Nico Rosberg derrière. Alors, encore une fois, Kovalainen, ok, on va dire que les McLaren sont en dehors du coup parce qu'elles étaient très très bien là, mais Nico Rosberg, avec sa Williams Toyota, il est du niveau de la Red Bull, je suis désolé. Donc, il y a un petit problème aussi qui affecte les Red Bull dans leur ensemble. Donc, est-ce qu'on est à une passation de pouvoir? Est-ce que la deuxième partie de la saison n'aura rien à voir avec la première? Eh bien, c'est tout le suspense qui nous attend à Valencia. Et donc, il va y avoir une petite pause dans le calendrier F1, puisque le Grand Prix d'Europe à Valence, c'est dans un mois, on va dire. Et vous nous accorderez le droit de prendre également une petite pause estivale dans le cadre de ce débriefing F1. Donc, on se retrouvera d'ici quelques semaines dans le cadre de ce Grand Prix d'Europe. Donc, surveillez bien le site de motorstv.com qui continue de toute façon, les vidéos, les news, le forum, le blog, tout y est. Mais pour le débriefing F1, on se retrouvera donc après cette petite pause estivale. Salut Jean-Luc.
Salut LFP. Reprends des forces. Ouais, y a pas de problème. Salut à tous et des nouvelles donc de Felipe Massa de toute manière sur le site motorstv.com. Allez, au revoir. Salut.